même si je publie autre chose. Mais quand même, Stéphane Marsan, quand on regarde un petit peu ce qu'on reçoit, moi, à mon niveau, c'était des nouvelles que je recevais, c'est pas la même chose, mais quand même, quand je recevais, avec Jean-Claude, on recevait quoi, 400 nouvelles à peu près par an, hein, facilement pour Galaxy, dans le domaine de la science-fiction. Eh bien, on avait quoi? On avait essentiellement des textes qui ne correspondaient pas au goût des lecteurs de la revue. Là aussi, les lecteurs auraient adoré lire du space op, alors on achetait anglo-saxon, parce que là on en trouvait tant qu'on en voulait, mais les Français nous écrivaient des trucs souvent intello, beaucoup de trucs chiants, beaucoup de trucs brillants, mais sans un... Enfin, on lisait ça, c'était parfait, à la fin on savait toujours pas ce que l'auteur voulait nous raconter, on savait toujours pas, et puis c'était rien passé, il y avait rien à dire sur le texte, c'était bien, mais sauf que voilà, notre cœur s'était pas accéléré, et on pourrait citer ça, je pense, pour beaucoup d'éditeurs de romans. Donc je me dis, quand on pose la question quel texte attendent les éditeurs, peut-être que quand même si vous attendez des livres globalement que vous aimez, vous attendez peut-être aussi parfois des textes que les lecteurs aussi attendent. Et souvent, parmi les auteurs français, je constate, quand je compare la production anglo-saxonne que vous, éditeurs, vous publiez, et ce qu'on voit, ce qu'écrivent des auteurs français, il y a souvent peu d'adéquation. C'est-à-dire que moi, je trouve beaucoup de manuscrits français encore qui ne publient pas les livres que les éditeurs attendent et qui ne publient pas, enfin qui n'écrivent pas les livres que beaucoup de lecteurs quand même attendent. Je donne un exemple, en science-fiction, les Français vous font du steampunk, alors là, tant qu'on en veut, etc. Ils vous font plein de choses comme ça. Il y a très peu d'auteurs français qui font du space opéra, mais aussi parce que peut-être il y a très peu d'éditeurs qui en publient. Alors que quelque part, on a l'impression que même si c'est une niche par rapport à la fantaisie ou à la fantaisie urbaine, il y a quand même un minimum de débouchés pour ce type d'ouvrage. Est-ce qu'il n'y a pas quand même parfois une inadéquation parfois forte, entre autres chez les auteurs français, entre ceux qu'attendent les libraires, ceux qu'attendent les lecteurs, ceux qu'attendent les éditeurs, est-ce qu'eux, ils écrivent? Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. La première chose que je voudrais dire, c'est que ce que tu décris là, c'est-à-dire les éditeurs français reçoivent beaucoup de manuscrits qui ne sont pas adéquats, etc., et qui sont chiants, etc., ben, c'est exactement pareil ailleurs. Alors tu parles avec des éditeurs anglais, américains, etc., ils disent exactement la même chose. Comme quoi on est quand même tous des humains sur cette terre, et ils affrontent les mêmes problèmes. Il y a un effet d'optique qui est que forcément, enfin, ce qu'on traduit, qui vient d'autres pays, en majorité de l'anglo-saxonie, ce sont des livres qui ont déjà été choisis, qui ont déjà été filtrés, qui ont déjà été travaillés, etc. Donc forcément, il y a tout un ensemble il y a un énorme travail de sélection qui fait que forcément va apparaître sur le marché la crème de la crème qui a traversé tout ça. Bon. Ce qui est donc pas ce que les Anglos appellent la slush pile, c'est-à-dire le tas de manuscrits qui arrivent par la poste. Bon. Mais ensuite, ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'il y a évidemment des influences et des déterminations culturelles selon les pays, selon les langues, etc., par rapport au genre. Et le fait qu'en effet, il y a des genres qui sont, pour diverses raisons, dans lesquelles des auteurs d'une certaine culture vont avoir une adéquation plus prononcée, mais aussi à cause de l'environnement. C'est-à-dire que dans un environnement culturel et de librairie, etc., où par exemple la science-fiction est beaucoup plus présente, dans un environnement où, à l'école, on vous parle de romans de fantasy, ben, il y a un peu plus de chances, forcément, qu'il y ait une production littéraire qui profite de ça, qui bénéficie de ça. Mais là, on parle de SF, etc. Mais par exemple, si on regarde l'Europe centrale, c'est tout ce qui relève de l'ironie, de l'humour, de la bizarrerie, du réalisme magique, etc. C'est leur truc, quoi. L'exemple que je prends toujours, c'est que en valeur absolue, le pays, dans le rapport entre les ventes et la population, le pays où Terry Pratchett se vend le mieux au monde après l'Angleterre, c'est la République tchèque. Pourquoi? Parce que la fantaisie humoristique, l'ironie, etc., c'est très Europe centrale. Quoi. Bon. Ou par exemple, pour citer quelqu'un dans mon catalogue, Andrzej Sapkowski, qui est un auteur polonais, et qui fait une fantaisie à la fois très efficace, qui répond tout à fait à ce qu'on attend d'un roman d'heroic fantasy, un personnage fort, un guerrier, un aventurier, qui fait aussi la magie, etc., qui est un peu sombre, tourmenté, et en même temps c'est très ironique, c'est plein de clins d'œil à la société, etc., etc. Et c'est un personnage aussi. Et c'est un personnage. Il faut aimer la bière à 8h du matin. Donc voilà, il y a un ensemble de déterminants et aussi d'effets d'optique.
Mais pour rebondir sur la réaction de Philippe, que je salue, parce que là aussi il faut être sûr, moi je veux du space opéra, je pense que c'est à la fois, c'est tout à fait juste, parce que c'est à la fois un cri du cœur. Moi j'aime le space opéra, et je me demande pas si ça marche ou si ça marche pas, j'aime ça, j'en veux. Bon. Et comme moi j'ai commencé en disant, c'était la première phrase de l'intro à ma première anthologie de fantasy, c'était « j'aime la fantasy ». Et donc, j'ai envie de lire la fantaisie, j'ai envie d'en publier, etc. Bon. À une époque où la question, c'était pas « ah, ça marche, il faut en faire ». Parce que ça marche, il faut en faire, ça, c'est une réaction de grands groupes de ces 5 dernières années, en gros, pour aller vite, Seuil Fantasy, Calmen Lévy, etc., de se dire « oh non, d'un chien, la fantaisie, ça marche, on n'en a pas ». Ce qui, en général, tourne un peu en autre boudin. Mais c'est aussi se demander, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sur quoi on est bon, etc. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un exemple typique, c'est la beatlit. La beatlit est un genre génétiquement américain, même pas anglais, hein, américain, et sur lequel on pourrait se dire ce qu'on pouvait se dire de la fantaisie il y a 20 ans. En gros, c'est un genre américain, qu'est-ce que les Français viendraient y faire, voire même, est-ce que les Français seraient capables de faire quelque chose qui est si typiquement américain. Ce qui induit, enfin, c'est à la fois... comment dire, il y a de vraies problématiques qui sont, encore une fois, d'environnement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de lire un bouquin de beatlit qui se passe à Marseille, qui se passe... Est-ce que c'est excitant? Même des gens qui se battent pour l'imaginaire francophone, au bout d'un moment, ils avouent que ça fait New York, c'est quand même un peu plus sexy que Maubeuge, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut, d'une certaine façon, revisiter, s'approprier, réinventer un genre. Et pour donner un exemple de coup de cœur, le premier bouquin que j'ai publié dans ma carrière, c'est Souffre-jour de Mathieu Gabory, premier roman de Mnemos. Je lis une demi-page au café et je dis à Mathieu, ok, on va le faire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance, il y a une écriture, etc. Mais surtout, il y a une spécificité, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Charlotte, une spécificité, une singularité culturelle, littéraire, plein de choses qui, d'emblée, me disent ce texte-là ne peut pas être un texte anglo-saxon. Déjà, c'est à la première personne, ça dit « je ». Alors, les textes anglo-saxons de fantasy qui font ça, ils se comptent sur les doigts de la main. Ça commence par la mort du père, on est bien en France. Hein. Tous les intimes de mon défunt père étaient réunis autour de sa couche mortuaire. C'est intimiste. Voilà. Là, il y a l'éclosion de quelque chose qui est typiquement français, si je puis dire. Et en même temps, Mathieu s'est jamais dit « ah ben moi, je vais faire de la fantaisie française, moi, je vais... marquer une différence par rapport à ce que font les anglo-saxons en fantasy. » Donc il faut réunir les possibilités de l'apparition d'une production locale, disons, nationale, régionale, ce que vous voulez, dans des genres dont des genres dont on a l'expérience en provenance d'une culture qui n'est pas la nôtre. Et je pense que c'est un enjeu incroyablement excitant et sans cesse recommencé. Enfin, il y a quand même un très grand monsieur qui est là au bar qui s'appelle Pierre Bordage. C'est le mec qui a inventé le space opéra francophone et qui l'a fait d'une façon tellement exemplaire que j'ai jamais rencontré personne me dire Pierre Bordage c'est pas mal, mais on voit que c'est écrit par un Français quand même. Donc ça marque des étapes fondamentales et je suis ravi par exemple de dire qu'au mois de mai on va publier Marika Gellman, qui est une auteure de beatlit suisse, et quand vous lisez, à aucun moment vous vous demandez si elle est francophone ou si elle n'est pas francophone. L'important, c'est de raconter une super bonne histoire. Enfin, la Suisse, c'est logique. Les vampires, ceux des banques, c'est pas étonnant qu'il y ait une beatlit suisse, mais bon, c'est une blague pour nos amis suisses. Plus sérieusement, ma question touchait bien sûr les auteurs en général, mais je rebondis, même si la réponse est appelée à être un peu plus brève. Stéphane Marsan, quand même, les auteurs français. Je ne parle pas là des jeunes qui envoient un premier manuscrit, mais je parle des professionnels, des copains qu'on connaît bien, des gens avec qui on travaille dans ce milieu depuis 10, 15, 20 ans. Je ne vais pas citer les noms, mais on les connaît tous. Ils écrivent quand même, par exemple dans le domaine de la SF ou de la fantasy, des livres qui quand même ne sont pas nécessairement des livres. Dès qu'on les lit, on sait en gros que c'est pour un public limité quand même. On peut avoir une surprise, une exception. Mais je prends l'exemple de Jaworski qui, lui, va à contrario. Même son recueil de nouvelles, ce qui est le plus anti-commercial, à chaque fois, il nous raconte une histoire. Et on a envie de savoir la suite. Je pense que
personne n'aurait parié un copec. D'ailleurs, il y a des éditeurs qui l'ont refusé, des éditeurs plutôt bons d'habitude, qui ont refusé parce que probablement j'aurais refusé moi aussi. On me dit oh non, un recueil c'est trop risqué, même si le livre me plaît vraiment, surtout pour lancer une collecte. Peut-être que si je fais une collection